Peut-être il faut que j'explique un mot quand même, puisque je vais beaucoup parler de programme architectural. C'est l'approche que j'ai choisie par rapport à l'architecture des maisons de la culture pour en dresser un panorama, c'est ça le sujet, architectural en France. Et je dois vous dire que tout cela a commencé par une visite. Cet intérêt que j'ai trouvé aux maisons de la culture a commencé par une visite de la Maison de la Culture de Reims avec justement des étudiants en architecture. Et cette maison, en fait, je ne la connaissais pas, je l'ai visitée il y a 20 ans, et en réalité, elle est conçue par un architecte qui s'appelle Jean Lecouteur, entre 62 et 69, aussi un autre architecte qui est décédé récemment, qui s'appelle Denis Sloan, qui était son adjoint à l'époque. Et en fait, si je vous montre cette image, c'est que tout a commencé par ce hall d'entrée, en fait. Là, on est dans le hall. Et c'est cet espace qui m'a vraiment décidé de poursuivre ces recherches et ce travail sur les maisons de la culture. Je vous donne la description de cet endroit par l'architecture d'aujourd'hui en 1966. Autour d'un vaste hall qui doit jouer le rôle de lieu de rencontre et de centre des activités de la maison, sont groupées une salle de théâtre de 1100 places, une salle de musique et de cinéma de 500 places situées au-dessus du hall. Et ce qu'il y avait de saisissant dans ce hall, c'est qu'effectivement, la sous-face de la salle de spectacle était visible parce qu'elle était biaise, et qu'en fait, quand on entrait dans le hall, on percevait toutes ces fonctions différentes qui étaient perceptibles depuis le hall d'entrée. Et en fait, Jean Lecouteur, l'architecte de cette maison de la culture, décrit justement cette particularité programmatique, c'est-à-dire la multiplicité des programmes que doit accueillir une maison de la culture, dans un texte de la même revue, L'Architecture aujourd'hui, toujours en 1966. Je le cite. « Le programme d'une maison de la culture est complexe, non seulement par le nombre des techniques qu'il met en œuvre, mais par la variété des fonctions qu'il impose. Il s'agit de réunir toutes les activités culturelles dans une synthèse architecturale, capable de concilier deux impératifs qui semblent s'opposer. Chaque activité doit en effet pouvoir fonctionner isolément, et pourtant il est également nécessaire à l'animation de l'ensemble qu'une interpénétration des locaux invite les usagers à les fréquenter tous. Du foyer, qui sert de carrefour, là il parle de la sienne, de Maison de la Culture, à toutes les activités de la Maison de la Culture de Reims, on peut voir en même temps, et c'est ça qui m'avait effectivement saisi et qui avait intéressé les étudiants aussi, le théâtre de 950 places avec ses vestiaires et ses galeries d'accès, au parterre et au balcon, les accès de la salle de 350 places, dont le plancher en pente apparaît dans la vérité de sa structure, les salles de réunion à usage multiple, grâce à des cloisons mobiles, la bibliothèque, discothèque située en demi-sous-sol, la cafétéria et les halls d'exposition. Donc en fait, quand on entrait dans la Maison de la Culture, on avait la perception de l'ensemble de ces fonctions. Le rassemblement de fonctions différentes fait du programme des Maisons de la Culture un nouveau programme. En d'autres termes, il n'existait pas de Maison de la Culture avant, il n'existait pas d'équipement public qui articulait autant de fonctions différentes. C'est un nouveau programme donc, et c'est ça qui explique le titre que j'ai choisi, et qui est décrit aussi par Pierre-Aimé Touchard. Pierre-Aimé Touchard, c'est quelqu'un d'important dans l'histoire du théâtre, bien sûr. Il a été inspecteur principal des théâtres avec Jeanne Laurent sous la 4e République, et il est directeur de la Comédie Française pendant plusieurs années, entre 1947 et 1953, et il est inspecteur général des théâtres à la direction des Arts et Lettres en 1959, c'est-à-dire au moment où Malraux, en fait, devient ministre de la Culture. Et il souligne, en fait, c'est intéressant aussi à signaler que c'est quelqu'un du domaine théâtral qui souligne le bouleversement architectural qu'implique ce nouveau programme. Je le cite. « Qu'est-ce qu'une maison de la culture ? C'est avant tout un foyer où doivent se rassembler toutes les activités créatrices d'une petite ville ou d'un quartier de grande ville dans le domaine de la culture.
On ne peut donc concevoir de véritables maisons de la culture sans un bouleversement radical des traditions architecturales. C'est important, vous voyez, que quelqu'un de théâtre souligne cet aspect, qui disperse donc aux quatre coins de la cité le théâtre, la bibliothèque, le ciné-club, les salles de jeux ou de conférences, etc. Loin d'être conçu comme un édifice isolé, le théâtre doit devenir le centre même de la maison de la culture, et comme il fait appel à la plupart des autres arts, l'animateur de la vie artistique de la cité. Dans cette citation, il y a plusieurs choses intéressantes. Il y a évidemment les particularités qu'il s'agit de bouleverser, les habitudes qu'il s'agit de bouleverser, mais aussi le fait que le théâtre est central, et ce sera un des paradoxes d'ailleurs des maisons de la culture. Il y aura constamment cette domination du théâtre qui va pervertir un peu quelquefois les fonctions de la maison de la culture. Dans cette visite, et au cours de cette visite, il y avait aussi une chose assez intéressante qui est, puisque nous sommes en plein week-end des journées du patrimoine, qui est que la maison de la culture semblait quelque peu maltraitée, très paradoxalement, puisque vous voyez qu'elle était labellisée patrimoine 20e, hein, c'est le label qui était ici sur un mur, qui était inventé au début du 21e siècle, et qui est devenu le label architecture contemporaine remarquable. Mais ce label, en fait, était mis sur ce mur en béton brut, mais il y avait des curiosités architecturales comme des transformations récentes, celles que vous voyez là, ou encore, vous voyez un très beau poteau en béton brut qu'on peignait d'un côté et qui enlevait justement toute la matière initiale, puisque l'ensemble de la maison de la culture est un édifice en béton brut avec un coffrage extrêmement soigné. Il y avait donc une question patrimoniale sur laquelle je reviendrai d'ailleurs à propos des autres maisons de la culture. Et puis une autre chose intéressante qui était que les usagers se plaignaient de cette maison de la culture et notamment de la salle de théâtre. Et en fait, ils ne connaissaient pas bien l'histoire de cette maison de la culture, puisqu'en fait, la salle de théâtre principale avait une particularité, c'est qu'elle disposait d'un grille latéral. Alors, contrairement à par exemple, le profil que vous avez initial de la Maison de la Culture de Damien, où vous avez la partie où on pend, nous permet d'accrocher tous les décors qui émergent de la partie horizontale, eh bien là, il y avait une obligation sur laquelle je vais revenir, qui explique que le grille était sur le côté. Bon, il y a un cas assez connu qui est le théâtre de Malmö, ça c'est la Maison de la Culture de Reims. La scène est ici, bien sûr, et le grille, donc les choses coulissaient latéralement. Évidemment, c'est plus compliqué du point de vue technique à utiliser qu'un grille qui est au-dessus de la scène, comme vraisemblablement celui-ci. Quoique je ne suis pas sûr qu'il y ait un grille ici en surélévation. Mais en tout cas, sur la grande salle, c'est le cas. Le théâtre de Malmö, notamment, est assez connu pour avoir choisi cette disposition. Évidemment, l'architecte en prenait pour son grade, c'est-à-dire que les usagers disaient « mais qu'est-ce que c'est que cet architecte qui vous a fait un grille latéral, c'est compliqué à utiliser ». Et en réalité, ils ne connaissaient pas l'histoire de cet édifice, puisqu'on avait imposé à l'architecte de faire un grille latéral pour que l'émergence ne trouble pas la vue sur la cathédrale de Reims, et que donc il ne fallait pas dépasser une certaine hauteur, et que c'était la seule solution qu'avait trouvée cet architecte. Là encore, sur l'avis des usagers, j'aurai l'occasion de revenir sur quelques incompréhensions régulières en matière d'architecture. D'où vient ce programme des maisons de la culture ? Souvent, en fait, il faut s'intéresser à la généalogie de ce programme, et on mentionne généralement les maisons du peuple, en fait, comme étant des ancêtres des maisons de la culture. Les maisons du peuple sont des lieux de rassemblement, en fait, qui sont nés après la commune de 1871 et qui associent une vocation syndicale avec une dimension éducative. Et donc, il y a eu beaucoup de maisons du peuple construites entre les deux guerres ensuite pour poursuivre cette tendance. Et il se trouve qu'il y a un roman extrêmement connu et extrêmement populaire de Louis Guillou qui paraît en 1927, qui s'appelle « La maison du peuple » et qui était justement
une œuvre qui relate la construction d'une maison du peuple dans cet esprit syndical et qui illustre très bien l'enjeu social que représentaient les maisons du peuple après la Commune. En réalité, Louis Guillou, qui est le fils d'un cordonnier, ce roman, il est autobiographique. Et en fait, c'est une corporation qui construit une maison du peuple dans la ville de Saint-Brieuc. L'auteur décrit le contexte en fait de la Première Guerre mondiale. Ça se passe juste après la Première Guerre mondiale, dans un contexte donc de l'entre-deux-guerres. Et puis la maison du peuple, le local, il est aménagé dans une ancienne école. Ce roman de Louis Guillou est un très très grand succès populaire. Et surtout, l'auteur devient le secrétaire du premier congrès mondial des écrivains antifascistes en 1935. C'est-à-dire qu'il y a une dimension politique qui est très très forte à ce moment-là. Et il devient l'ami d'André Malraux. Il paraît que je suis sur le pupitre qu'on appelle ici le pupitre André Malraux. Donc je pense que c'est sur ce pupitre qu'il a déclamé son discours d'inauguration, d'après ce que je comprends des photos que j'ai vues. Et donc, ça permet de fixer, vous voyez, dans cette généalogie de la Maison de la Culture, cette dimension politique et sociale qui est très très importante. Des maisons, en fait, la première Maison de la Culture, elle ouvre avant-guerre, rue d'Anjou, à Paris, en 1935. Mais c'est dans un local qui existe, ce n'est pas une architecture spécifique. Elle est le siège de l'activité de l'Association des artistes et écrivains révolutionnaires, dont Louis Aragon, donc on continue dans ce registre politique, est le secrétaire général. L'ouverture des maisons de la culture va se poursuivre, en adoptant ce terme, toujours sans être des bâtiments spécifiques, c'est-à-dire en fait en s'adaptant à des bâtiments qui existent. Rouen, Bordeaux, Marseille, Montpellier, Lyon, Alger et Rabat illustrent donc ces maisons de la culture, illustrent la volonté d'action politique et d'éducation avant la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, toujours dans des locaux qui ne sont pas encore l'objet d'une architecture spécifique. Donc on peut dire qu'il n'y a pas d'expression, si vous voulez, du programme encore, du point de vue architectural avant-guerre. André Malraux, évidemment, a songé dès 1945, puisqu'il est alors ministre de la Communication, de l'Information, aux Maisons de la Culture. Et puis il va mettre en œuvre, en fait, en 1959, ce programme qui va être vraiment le programme phare du ministère de la Culture. Et c'est très important à comprendre, c'est l'idée qu'un équipement spécifique va devenir le programme aussi de l'action politique de ce ministère de la Culture. Et en fait, il commence par un discours, puisque au Festival de Cannes aussi, où il explique que dans 3 ans, c'est très optimiste, dans 3 ans, dans tous les départements, il y aura une maison de la culture, et que ainsi, d'ailleurs, le cinéma sera présent dans tous les départements grâce aux maisons de la culture. Alors, cette filiation entre maison de la culture et le programme antérieur des maisons du peuple, eh bien, ça peut être représenté, du point de vue architectural, par une tendance. Je reprends les termes d'un historien décédé il y a 2 ans, qui était un historien important en France, qui est Jean-Louis Cohen, qui expliquait qu'on pouvait désigner les monuments, les bâtiments publics suivant 2 tendances. Pour lui, il y avait le monument, tous les monuments qui représentent, qui sont liés au pouvoir, qui ont un aspect monumental. Et l'autre aspect du XXe siècle, c'était la machine. Et on va le voir, il expliquait que c'est une manière de classer, si vous voulez, la production architecturale de ces équipements. Il prenait 2 exemples, en voici un, le Palais du Travail, qui est une sorte de grande maison du peuple de Villeurbanne. Vous voyez que c'est un bâtiment
très monumental avec un axe de symétrie. Et puis aussi un programme qui est très lié, je veux dire, à une dimension sociale, puisqu'il y a une salle de théâtre. Je le précise, ce sera le siège du Théâtre national populaire quelques années après, bien sûr, le fait que ce soit un palais du travail. Et puis aussi un équipement sportif qui est associé. Ça arrivera aussi quelquefois pour les maisons de la culture. Ça, c'est le monument, vous voyez, qui est le monument de l'entre-deux-guerres avec vocation sociale et franchement monumental du point de vue architectural. Et pour illustrer la machine, Jean-Louis Cohen prenait l'exemple de la Maison du Peuple de Clichy. La Maison du Peuple de Clichy, c'est un bâtiment extrêmement important dans l'histoire de l'architecture qui a une particularité, c'est qu'il est décapotable avec un programme complexe puisque c'est un marché couvert au-dessus duquel il y a une très grande salle de spectacle adaptable avec des cloisons mobiles et en plus décapotable, c'est-à-dire que la toiture s'ouvre pour devenir notamment une salle de cinéma en plein air. Et donc c'est une machine au sens propre du terme, puisqu'il y a des tas d'éléments mécaniques qui permettent d'assurer cette flexibilité. Vous voyez ici, c'est la verrière supérieure qui coulisse sur des grandes poutres pour dégager la salle principale. Le monument et la machine, donc, ça va être la première classification qu'on peut faire dans ces maisons de la culture. Et ce n'est pas un hasard si la première maison de la culture qui ouvre ses portes, eh bien, elle prend place dans une ancienne maison du peuple à Bourges. Et en fait, c'est une maison du peuple de l'entre-deux-guerres qui a cet aspect monumental, vous voyez que c'est un bâtiment symétrique qui comprend en plus des hauts-reliefs en partie supérieure, donc ça renforce ce caractère monumental. Et donc c'est une maison du peuple qui est adaptée et qui va accueillir une maison de la culture par des architectes Marcel Pinon à l'origine, Pierre Sonrel et Camille de Manja, qui est un scénographe qu'on va retrouver dans énormément de maisons de la culture en France. Donc le monument, la première maison de la culture qui est produite finalement, elle a ce caractère monumental parce qu'elle s'adapte à une maison du peuple. Et la machine, on la retrouve avec cette autre maison de la culture qui est très importante pour André Malraux, qui est celle du Havre, qui n'est en réalité pas vraiment une maison de la culture du point de vue programmatique, puisque c'est un musée maison de la culture. Au Havre, il y a une association pour une maison de la culture qui siège temporairement et un théâtre qui n'a pas été reconstruit après la reconstruction, qui est adapté à l'hôtel de ville. Et donc, entre 55 et 60, on construit un musée maison de la culture qui va faire office de maison de la culture. Le Havre a la particularité d'avoir 2 maisons de la culture, j'y reviendrai. Et ce qui se passe, pourquoi ce musée maison de la culture peut être associé à l'idée de machine, c'est parce qu'il reprend le profil de la maison du peuple de Clichy, avec un système de verrières, avec un système que Jean Prouvé appelait le paralume, qui permet de, on va dire, canaliser la lumière naturelle et la lumière zénitale, et surtout qui comprend des éléments flexibles et modulaires pour présenter les tableaux que vous voyez là. Ce sont des simèses qui flottent dans l'espace et justement qui ont la faculté d'être mobiles, si vous voulez. Et donc, contrairement au monument qu'on vient de voir avec Bourges, il s'agit d'une sorte de machine à exposer. Les photos, d'ailleurs, sont assez saisissantes puisqu'on voit qu'il y a, vous voyez, des simèses qui flottent dans l'espace. Elles ne touchent pas le plafond, elles ne touchent pas le sol, ce qui est devenu, dans quelques années après, insupportable pour les conservateurs de ce musée, qui a été largement modifié. Mais ce qui était une très belle idée à l'époque, et pour ceux qui s'intéressent à la muséographie, c'est une idée qui a été reprise notamment au musée de Sao Paulo par Lina Mobardi, une très grande architecte, qui a voulu aussi faire finalement une présentation d'œuvres qui flottaient littéralement dans l'espace, qui n'étaient pas contraints par les murs et les simèses.
Donc on retrouve cette classification de monuments et de machines dans les 2 premières maisons de la culture qui sont inaugurées. Et on va voir à quel point on va retrouver ensuite cette tendance plus ou moins grande dans l'ensemble des maisons de la culture. C'est une période aussi, 1965, c'est la mort de Le Corbusier, et il faut avoir à l'esprit que l'influence de Le Corbusier est encore très importante, y compris un peu après sa mort, et ça fait partie des choses aussi qui vont beaucoup influencer les architectures de ces équipements publics. On pourrait dire que la maison de la culture qui symbolise le plus ou le mieux cette synthèse qu'évoquait Touchard, finalement, c'est la maison de la culture de Grenoble. Et c'est pas pour rien, d'ailleurs, si elle est le siège elle est le résultat d'un travail d'un collaborateur de Le Corbusier, puisque c'est André Wojanski qui collabore avec Le Corbusier et qui réalise cette maison de la culture. Alors l'idée de cette flexibilité de la machine, elle est très clairement mise en avant, y compris par Malraux, quand il inaugure justement le musée Maison de la Culture du Havre. Je cite la revue de l'architecture d'aujourd'hui qui décrit en fait la visite d'inauguration. Cette inauguration a compris des manifestations variées qui se sont déroulées dans l'espace central du bâtiment, aménagé successivement pour fournir la preuve des diverses possibilités de renouvellement, ainsi que la grande flexibilité, il emploie le terme, d'utilisation de cet exceptionnel centre culturel. À 11h, une visite détaillée de l'ensemble du bâtiment. À 15h, un concert. À 17h, une visite des expositions de peinture et de tapisserie. À 19h, une présentation de films rassemblant 800 personnes. Renouvellement et flexibilité ont constitué les 2 facteurs essentiels qui, sous l'influence du conservateur, le peintre Reynold Arnoux, qui était d'ailleurs un grand ami d'André Malraux, ont conduit les architectes dans leur étude. Le bâtiment a été conçu en pensant 3 dimensions. Il ne s'agit plus de salles d'exposition, mais essentiellement de volumes, d'espaces composés différemment suivant les nécessités. C'est ça le bouleversement architectural qui est supposé par le programme, et donc qui va avoir des incidences sur la conception. L'idée de ce nouveau programme qui va primer dans la conception de ces maisons de la culture. Le programme, officiellement, c'est-à-dire les architectes qui ont affaire à la conception d'une maison de la culture, eh bien, il est composé de 2 salles de spectacle, généralement une grande et une plus petite. La grande, c'est 800-1200 places, la plus petite, 250 à 400, pour lesquelles la polyvalence est réclamée. C'est une chose très importante parce que dans le cas où elles auront des monoactivités théâtrales, eh bien, cette polyvalence posera des problèmes, mais aussi des locaux d'exposition, de bibliothèques, de discothèques, et des locaux pour clubs, des salles de lecture et des salles d'écoute collective. J'y reviendrai, puisqu'il y a même eu des salles de télévision collective à l'époque qui ont eu leur importance. Comment les classer? C'est ce qui m'a intéressé. Et avant, il faut préciser aussi que ce qui est décidé du point de vue programmatique, c'est la manière dont elles sont financées. Elles sont financées à parité entre les municipalités et l'État. Et ça, c'est un enjeu très important. C'est pour ça que l'État considère que c'est un enjeu de décentralisation, d'une part, puisqu'il va financer des équipements en région. Et d'autre part, on voit bien qu'il va y avoir de fait des relations quelquefois complexes entre les municipalités qui auront des vues, je dirais, quelquefois strictement municipales, et puis l'État qui aura des vues d'une plus grande ambition d'un point de vue culturel.
Et on va voir que ça va créer des tas de soucis dans l'organisation et dans la durée de certains de ces édifices. Mais il confie notamment, André Malraux, à Émile Biasini, le soin de gérer cette question du programme dans les différentes villes qui sont choisies ou qu'il demande une maison de la culture. Et l'objectif de flexibilité est encore affiché par Émile Biasini. Je cite la doctrine, finalement, d'Émile Biasini à propos des maisons de la culture, et il l'explique. Elle doit être tout, c'est-à-dire permettre, sans aucune restriction technique, toutes les manifestations de tous les ordres culturels. Vous voyez que c'est très ambitieux. On doit pouvoir tout faire dans une maison de la culture. Avec une maison de la culture, il insiste, il ne doit plus exister d'obstacles techniques à une manifestation de quelque nature qu'elle soit, non plus qu'à un élan créateur quel qu'il soit. Donc, il s'agit d'une machine aussi culturelle où on peut tout faire. Cet objectif de flexibilité va même impliquer une chose qui peut faire réfléchir les architectes, qui est l'imprévisibilité des usages. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un équipement et on doit prévoir quelque chose sans savoir vraiment ce qui va s'y passer. C'est ça le comble de la flexibilité. Et on voit bien que cela a des limites. Quelles sont, je cite encore Émile Biasini, quelles sont les activités à prévoir dans une maison de la culture? La réponse est toutes, et même celles qui ne sont pas encore inventées. Vous voyez? Donc, les architectes doivent avoir beaucoup d'imagination pour s'adapter à ce type de programme. S'il est difficile d'imaginer ces dernières, il faut pourchasser toutes les servitudes que l'architecture peut imposer à l'exercice d'une activité culturelle. Les exigences techniques sont à résoudre en tenant compte non seulement du présent, mais aussi de l'avenir. Donc voilà, vous allez trouver ces éléments dans les programmes de toutes les maisons de la culture. La machine un peu idéale et le monument un peu idéal pour André Malraux, c'est cette maison de la culture du Havre. Parce qu'elle présente à la fois un caractère monumental, elle est assise sur un socle, même s'il y a des pilotis très corbusiens, mais il y a un grand socle que vous voyez là, qui est fait particulièrement avec des relevés de terrain. Et puis, on examine ici les parties qui sont justement en excroissance de la partie principale du bâtiment, qui sont les différents grilles des salles. Mais si vous voulez, cette machine, c'est un monument, effectivement, qu'on voit clairement ici avec cet aspect-là, et ce socle, qui est très important, mais c'est aussi une machine. Pourquoi c'est une machine? Parce qu'elle va comprendre un théâtre qui est considéré comme révolutionnaire à l'époque, qui est l'œuvre de Jacques Polieri, qui est un scénographe, qui va d'ailleurs entrer en conflit avec Andrzej Wojanski dans la conception de ce théâtre. La machine, dans la Maison de la Culture de Grenoble, eh bien, elle est là. C'est le théâtre annulaire, qui est une idée quand même assez passionnante, pourrait-on dire, qui n'est plus en place, puisque en fait la scène est située ici, le grill est situé au-dessus des spectateurs, c'est là qu'on a effectivement tous les dispositifs d'éclairage, et en fait l'ensemble est mobile, c'est-à-dire qu'on peut bouger à la fois les spectateurs, les gradins que vous avez là, et puis aussi la scène, c'est-à-dire le spectacle peut se dérouler autour d'une scène, autour de cette scène, autour des spectateurs, et sur la scène, donc c'est un dispositif métallique qui est situé ici, vous voyez, avec des rails, et donc un dispositif complexe qui n'est plus visible actuellement. C'est une machine, mais aussi un monument, et un monument, je veux dire, dans le sens où, là aussi, ça fait partie du programme, puisque l'architecture et sa mission de représentation, notamment du pouvoir, elle est aussi l'objet d'un discours d'Émile Biasini. Il nous dit « Une maison de la culture est à la fois une action et un immeuble. Même si l'action étant matérialisée par l'immeuble, celui-ci prend valeur de symbole. » Donc ce caractère monumental, il est aussi symbolique de l'action politique menée par ce ministère de la Culture.
Machine culturelle et monument pour le peuple, la Maison de la Culture Le Havre, c'est le modèle un peu qui correspond à cette synthèse que mentionnait Pierre-Aimé Touchard. Alors, comment classer le reste des maisons de la culture? Voilà une question qui m'a un peu... que j'ai essayé de creuser, puisqu'en fait, quand on regarde le corpus des maisons de la culture, on se rend compte que les maisons de la culture ont des formes extrêmement différentes. Malgré ce programme, qui est un programme qu'elles doivent toutes remplir, eh bien, en réalité, les circonstances locales expliquent qu'on a des situations très, très variées. Une des situations régulièrement qu'on trouve, ce sont en fait des théâtres qui sont issus de la reconstruction, c'est-à-dire des projets de théâtre issus des théâtres détruits pendant la guerre et qui tardent tellement à être reconstruits qu'en 1959, les crédits de la reconstruction, ça va jusque très tard, 1964 à peu près, donc on a des théâtres qui ne sont pas reconstruits, et donc des esquisses de théâtre qui en réalité sont liées à des théâtres de la reconstruction, qui vont être rattrapés par le programme des maisons de la culture. Et c'est le cas d'Amiens, par exemple, puisque les premières esquisses de théâtre qu'on trouve, eh bien, c'est celle-ci, par exemple, et elle donne grossièrement le théâtre qui a été réalisé. Mais par contre, la salle qui est là, qui est la grande salle, eh bien, en fait, elle tient compte, puisqu'elle est inaugurée en 1966, du programme des maisons de la culture. Elle devient une maison de la culture. Donc vous avez un théâtre qui est conçu à un moment donné comme un théâtre municipal et qui doit s'adapter au programme des maisons de la culture. Comment on a fait à Amiens? Eh bien, en fait, à Amiens, la flexibilité, c'est le spectateur qui l'a assumé, puisque les sièges de la grande salle étaient des sièges qui étaient rotatifs. Donc, initialement, ça a été insupportable très vite pour les usagers aussi, et ceux qui pratiquaient le théâtre. Mais c'était là pas une scène annulaire, ni le spectateur qui bougeait, je dirais, l'ensemble des gradins. C'était chaque siège qui bougeait, en fait, et qui était donc l'idée d'une flexibilité, puisque l'ensemble du théâtre, lui, qui comportait 2 salles, n'a pas énormément été modifié dans son aspect, je dirais, général. On voit ici le plan que vous connaissez, je pense, avec les 2 salles, et puis cet aspect, et puis, bien sûr, la partie ici, qui est le profil généralement d'un théâtre traditionnel, avec cette partie consacrée aux grilles. Ce n'est pas la seule à être classée comme maison de la culture issue de la reconstruction et de la reconstruction d'un théâtre municipal, ici sur une ancienne carte postale. C'est le cas de Caen aussi, Caen avec un très bon architecte, d'ailleurs, Alain Bourbonnais, le projet pour le théâtre de Caen, qui est conçu avant la reconstruction et qui sera d'ailleurs abandonné par Alain Bourbonnais à la suite de déboires, justement, que lui fait la municipalité, pour être construit par un autre architecte, et finalement adopter une formule très différente. On va refuser la façade d'Alain Bourbonnais, et le théâtre Caen a cet aspect-là. Mais par contre, en réalité, c'est le hall, lui, qui va jouer ce rôle de multifonctionnalité et de flexibilité. Et on a des images, d'ailleurs, de l'usage de ce hall pour fabriquer, justement, vous voyez ces plateaux, là, par exemple, qui permettent d'accueillir, par exemple, un concert et un orchestre de musique de chambre, et cette partie du hall qui sert aussi de scène, quelquefois, pour des spectacles où les spectateurs sont dans les différents étages du grand hall général. C'est intéressant ce cas de je dirais, antériorité de projet de théâtre municipal transformé en maison de la culture. Pourquoi ? Parce que
on trouve dans les archives des choses passionnantes qui sont la référence au théâtre en Allemagne. Tous les élus de cette époque qui veulent construire un théâtre vont en Allemagne. Et ils vont en Allemagne pour examiner 2 théâtres, celui de Mannheim, le projet de Mannheim de Mies van der Rohe, donc architecte du mouvement moderne, issu du Bauhaus, très connu, c'est celui-là, qui met face à face et dos à dos 2 scènes, en fait, et face à face des spectateurs dans une enveloppe. C'est le théâtre, le projet du théâtre de Mies van der Rohe, ici, donc qui repose aussi sur une petite salle et une grande salle. Tous les élus, ce qui est un paradoxe d'ailleurs, puisqu'on est dans une période de reconstruction, l'Allemagne est le pays qui a détruit, en tout cas c'est la guerre qui a détruit les théâtres municipaux, mais l'Allemagne est très en avance sur la construction de théâtres, et donc très souvent, les élus vont visiter les théâtres allemands, Mannheim, et puis, Mannheim qui a été fait par un autre architecte à partir de l'idée de Mies van der Rohe, puisqu'ici, vous voyez le plan réalisé du théâtre de Mannheim avec ces 2 salles dans une position un peu différente et une enveloppe aussi un peu différente, l'œuvre de Gerhard Weber. Et puis il y a un autre théâtre en Allemagne qui est connu et qui est visité, qui est celui de Gelsenkirchen, qui est très connu parce que c'est toujours présenté comme un théâtre lié à la synthèse des arts, puisqu'en fait, on va trouver à l'intérieur de ce théâtre des œuvres de Yves Klein qui seront dans l'espace central. Mais ce qui est intéressant sur ce théâtre de Gelsenkirchen, c'est que c'est le mouvement des spectateurs qui devient la vitrine du théâtre. C'est ce que voulait faire Alain Bourbonnais à Caen, avec justement le mouvement des spectateurs, la vitalité, je dirais, des activités théâtrales, et donc un théâtre complètement ouvert, si vous voulez, sur une place publique. Et c'est ça que les élus viennent voir et qu'ils refusent quelquefois parce que c'est une pratique qui n'est pas encore admise en France dans les théâtres, et que l'Allemagne est bien en avance de ce point de vue-là, du point de vue architectural. Alors, ça, c'est aussi une chose qui explique finalement l'aspect de certains théâtres issus de la reconstruction. J'ai parlé de l'influence de Le Corbusier. Il y a une maison de la culture qui relève très directement de cette influence, c'est celle de Saint-Étienne. Pourquoi ? Parce que c'est une disposition un peu particulière. Elle est liée au terrain et à la déclivité du terrain, puisque en fait ce sont 2 rectangles, vous voyez, accolés, qui permettent de contenir les 2 salles, et puis qu'on retrouve le langage architectural de Le Corbusier avec un théâtre qui est entièrement en béton brut aussi, visible, et dont les aspects formels sont très corbuséens. On n'est pas très loin de Firmini, notamment, et donc aussi d'un endroit où Le Corbusier a construit Firmini Vert, un ensemble avec un stade, avec une église inachevée d'ailleurs, qui est maintenant achevée, et puis surtout une unité d'habitation. Donc tout cela se passe dans le même secteur. Cet aspect de programme va être très important pour les maisons de la culture pour expliquer leur singularité. La maison de la culture de Rennes, par exemple, eh bien, elle a la particularité d'être issue d'une maison de la radio. En réalité, les architectes conçoivent une maison de la radio, et là encore, on va la transformer en maison de la culture. Ce qui fait que la grande salle de théâtre, par exemple, de Rennes, n'a jamais plu au début des activités de la Maison de la Culture au personnel qui s'occupait de théâtre, parce que les conditions, notamment acoustiques, pour transmettre les émissions de radio qui se passaient dans le théâtre, dans la salle de théâtre, eh bien, ne correspondaient pas à, évidemment, ce qu'on attend du point de vue acoustique d'un théâtre. On n'est pas du tout dans le même rapport à l'acoustique. Donc ça a créé des tas de problèmes. Mais on ne peut comprendre cette inadaptation que quand on connaît, bien sûr, cette origine d'une maison de
de la radio avant d'être une maison de la culture. En dehors de cela, eh bien, le projet est assez intéressant puisqu'il s'agit d'articuler les deux salles. Et vous voyez qu'on retrouve une idée qui avait peut-être dans le théâtre que je viens de montrer en Allemagne, c'est-à-dire les deux parties, une salle de conférence ici, le cinéma, l'auditorium et la grande salle de spectacle. Et en fait, tout cela est, je dirais, derrière une façade vitrée ondulante à Rennes. Elle a changé de couleur, mais le principe est toujours le même. C'est le public, finalement, et le mouvement du public qui est visible derrière ces vitrages. Encore une question de programme avec Chalon-sur-Saône. Chalon-sur-Saône, c'est un cas très intéressant. On a associé la salle de théâtre avec un équipement sportif. L'équipement sportif est situé à l'arrière, ici, et vous avez la salle principale de théâtre qui est ici, le hall d'entrée et une autre partie de la partie théâtrale. C'est un équipement sportif, une grande salle de sport qui est adossée à une salle de théâtre. Là encore, programme qui était prévu avant que la question ne se pose d'une maison de la culture, que le programme existe et donc qui va être l'objet évidemment d'un financement parce que la ville va souhaiter que ce soit une maison de la culture. Elle a été transformée assez récemment. Ou encore, donc association toujours du théâtre, des activités culturelles et du sport, ici à Nevers, où la maison de la culture est associée à un centre nautique, vous voyez, le long de la Nièvre. Donc tout cela fabrique en fait les singularités des maisons de la culture qui sont aussi locales à partir d'un programme qui est commun. Voici la salle, la maison de la culture de Nevers, et puis le centre nautique qui est situé le long de la Nièvre. Thonon-les-Bains est un cas extrêmement intéressant puisque la ville va beaucoup insister pour que ce soit la maison de la culture, ce soit une maison de la culture, qu'elle soit financée par l'État. L'architecte est Maurice Novarina. Elle est assez spectaculaire parce que c'est une façade entièrement vitrée dans laquelle on distingue la structure, qui est une structure nappe triangulaire que vous voyez là. D'ailleurs, un procédé qui ressemble à ce qui est utilisé ici initialement, qui sont qui permet de passer des grandes portées à partir de planchers alvéolaires. Et donc, vous voyez une façade entièrement vitrée, à une échelle réduite, mais en réalité, très vite, elle va perdre son statut de maison de la culture. Elle est encore, ça c'est une image où on a encore le nom de maison de la culture, et elle va s'appeler maison des arts parce qu'elle va être municipalisée, parce qu'en fait, le programme n'est pas respecté. Et donc, le ministère de la Culture va enlever le label de maison de la culture à cette maison de la culture, parce qu'en fait, elle reste un théâtre municipal sans beaucoup d'autres activités. J'insiste sur la structure qui est extrêmement intéressante et qui permet justement, qui a été choisie parce qu'elle permet d'avoir, on n'a pas de porteur qui entrave l'espace, donc elle permet de passer des grandes portées, donc a priori, elle permet justement une flexibilité et des transformations d'usage. La deuxième maison de la culture du Havre, elle est très intéressante aussi, c'est la dernière, la dernière en date, c'est plutôt Chambéry, mais elle est très tardive parce que elle est inaugurée par Jacques Lang déjà, vous voyez, donc on est dans les années 80, au début des années 80, et en réalité, elle est intéressante aussi du point de vue architectural parce que d'abord, elle est d'un grand architecte qui est Oscar Niemeyer, qui avait la particularité de beaucoup travailler pour les municipalités communistes, bien sûr, parce que c'était un militant communiste. Et donc, du point de vue architectural, elle a ceci de particulier qu'elle cherche justement à réduire la dichotomie qu'il y a entre le grill et la salle de spectacle. Et en fait, elle crée un volume homogène qui englobe la partie technique
et la partie salle de spectacle. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la forme qu'a choisie Oscar Niemeyer. Bon, du coup, elle est baptisée depuis longtemps maintenant le Volcan, mais, ou alors pour ceux qui sont très négatifs, le pot de yaourt. Elle a eu droit à tous les colibés possibles et imaginables. Mais en tout cas, du point de vue architectural, il me semble que ce qui est à signaler, c'est justement cette volonté de réduire, si vous voulez, le profil habituel d'une salle de théâtre où on a l'émergence de la partie au-dessus de la scène et de le rendre complètement homogène. Elle a été refaite, elle déroge d'une certaine manière complètement, mais en respectant finalement avec les gabarits et les hauteurs la règle de la reconstruction imaginée par Auguste Perret et son équipe au Havre. Voilà des vues de la Maison de la Culture. Et on peut trouver dans les projets non réalisés des architectes qui ont essayé de réellement donner une expression architecturale à cette complexité programmatique. Je montre ici, par exemple, les premières esquisses du projet de la Maison de la Culture de Créteil, de Jean Faugeron, qui, lui, imagine que, finalement, ces différents équipements, c'est comme une sorte de village au travers duquel on va cheminer pour se rendre. Et donc, les premières esquisses relèvent de cette approche, vous voyez, avec les différents équipements donc, qui sont éclatés, et puis un projet très expressif qui sera revu complètement à la baisse pour donner une maison de la culture que d'aucuns appelleront le hérisson, en raison de ces différents panneaux de béton brut, vous voyez, qui sont ici, mais qui sont en fait très intéressants parce qu'ils permettent d'éclairer la salle d'exposition de manière latérale pour l'exposition des œuvres qui étaient dans la galerie. Mais on peut en trouver aussi toujours des non réalisés, comme ce théâtre pensé par Ricardo Porro. Ricardo Porro est un architecte cubain qui aime l'architecture expressive, et lui aussi va un peu finalement avoir des formes organiques qui seront accessibles au travers d'une partie publique. Et si je vous montre ces images, c'est parce que il me semble qu'elles expliquent bien la difficulté qu'auront à gérer les architectes du point de vue du programme et de l'articulation de ces différentes fonctions. Alors, on a une carte en 1974 qui est assez intéressante, qui paraît dans un ouvrage que j'évoquerai à la fin de mon intervention, qui explique les critiques qui vont être formulées à propos des maisons de la culture. En 1965, seulement 6 maisons de la culture sont opérationnelles. Le Havre, Bourges, Caen, le Théâtre de l'Est parisien, Amiens et Thonon-les-Bains. Le 5e plan, bon, on est encore avec de la planification à ce moment-là, le 5e plan c'est 1966-1970, prévoit qu'en 1970, on aura l'achèvement des 20 maisons de la culture et la construction de 8 nouvelles maisons. Mais en fait, en 1970, c'est seulement 8 maisons de la culture qui existent et qui sont opérationnelles. 2 sont en cours de finition, Nevers et Chalon-sur-Saône, et 2 maisons de la culture ont déjà été municipalisées, c'est-à-dire qu'elles ont perdu leur label de maison de la culture, c'est Caen et Thonon-les-Bains. L'équipement de Saint-Étienne a été municipalisé, lui, dès son ouverture au mois d'octobre 68, c'est-à-dire qu'il n'est jamais devenu finalement une maison de la culture. Et au 6e plan, 5 nouvelles maisons de la culture sont prévues, Angers, Le Havre, Créteil et Nanterre et Aubervilliers. Mais en fait, à ce moment-là, c'est-à-dire en 1968, bien, le programme des maisons de la culture n'est déjà plus, en fait, le programme phare du ministère de la Culture. Et donc, les maisons de la culture qui sont prévues donc, tardivement, qui ne sont pas encore faites, elles vont avoir des difficultés à être construites et à être édifiées finalement.
la politique culturelle change. Elle va changer avec Alain Duhamel, qui va préférer les centres d'action culturelle, qui sont des équipements de plus petite dimension, qui sont moins coûteux pour l'État, déjà, et puis aussi qui sont supposés être une réponse, je dirais, plus directement liée aux habitants. On reproche quoi aux maisons de la culture aussi, du point de vue politique? On leur reproche d'être des lieux d'agitation politique et de ne pas réussir la mission culturelle. Bon, il y en a un qui est très dur avec les maisons de la culture, c'est Pierre Bourdieu, donc, qui va utiliser les chiffres de fréquentation de Grenoble et de Bourges pour dire que les maisons de la culture, pour expliquer que les maisons de la culture ne remplissent pas leur rôle. Je cite Pierre Bourdieu. Si l'on sait l'intérêt qu'un auditeur peut accorder à un message quel qu'il soit, et plus encore la compréhension qu'il peut en avoir, est directement et étroitement fonction de sa culture, entre guillemets, on ne peut que douter de l'efficacité de toutes les techniques d'action culturelle directes, depuis les maisons de la culture jusqu'aux entreprises d'éducation populaire, qui, tant que se perpétuent les inégalités devant l'école, seuls capables de créer l'attitude cultivée, ne font que pallier, au sens précis de dissimuler, les inégalités culturelles qu'elles ne peuvent réduire réellement et surtout durablement. Il n'est pas de raccourci au chemin qui mène aux œuvres de culture, et les rencontres artificiellement ménagées et directement provoquées ne peuvent avoir de lendemain. Donc voilà un sociologue qui est extrêmement dur avec l'efficacité, pourrait-on dire, des maisons de la culture. Formulée à la fin des années 60, la critique de Pierre Bourdieu, qui touche directement la politique de l'action culturelle en France, sera rattrapée quelques années plus tard par de nouvelles orientations pragmatiques, et celles notamment d'Alain Duhamel, des centres d'action culturelle. Conflit entre les municipalités et l'État. Et ça aussi, ça va jouer sur les maisons de la culture. Le Havre, qui n'a jamais eu vraiment de maison de la culture, voilà un tract qui est diffusé, vous voyez, au Havre, juste à l'endroit où est prévu d'édifier le volcan d'Oscar Niemeyer, et donc qui va militer pour avoir sa deuxième maison de la culture, puisqu'en fait la première n'a jamais assuré la fonction vraiment de maison de la culture, et plutôt un musée. Mais quelques difficultés aussi politiques entre les municipalités et l'État, notamment parce que André Malraux va protéger quelques fortes personnalités qui déplairont aux municipalités où elles travaillent. C'est le cas de Francis Janson, notamment. Francis Janson, c'est un porteur de valises du FLN à l'époque, qui a eu un rôle important par rapport à la guerre d'Algérie. Et donc, il est directeur à Chalon-sur-Saône de la Maison de la Culture. Et donc, vous voyez, ça crée des conflits, parce que André Malraux protège d'une certaine manière Francis Janson, mais la municipalité de Chalon-sur-Saône, elle récuse cet héritage, je dirais, politique lié à ces événements. Lui-même, d'ailleurs, critique aussi ce qui s'est passé dans l'histoire des maisons de la culture. Je le cite, « La rupture se situe aux environs de 1974, où on en a vu de nombreuses municipalités dénoncer les accords qu'elles avaient avec l'État concernant les maisons de la culture. Elles rêvaient de se débarrasser de ce que la maison de la culture, telle que l'on commençait à la concevoir, avait de sulfureux pour elles. » Vous voyez, les municipalités étaient inquiètes, beaucoup de municipalités étaient inquiètes des activités des maisons de la culture. Le ministère a très vite suivi le mouvement. L'intérêt des municipalités était énorme. Les maisons étaient construites aux frais de l'État et en cas de rupture, elles devenaient aux frais de la municipalité. Le budget de fonctionnement initialement partagé entre l'État et les municipalités, alors que quand la rupture avait lieu, c'était les municipalités du coup qui devaient financer l'ensemble. Les municipalités se débrouillaient avec leur seul budget, mais conservaient les bâtiments, c'est ce qui s'est passé quand elles ont été municipalisées, et pouvaient en faire en fait des lieux de divertissement, qui est évidemment dans la bouche de Francis Janson un qualificatif tout à fait négatif. À Thonon-les-Bains, c'est ce qui va se passer.
ça devient la maison des arts et des loisirs, ça ne devient plus la maison de la culture. Et aussi, dans d'autres villes, c'est ce qui se passera. Ça, c'est l'aspect un peu négatif et critique qu'il ne faut pas, je pense, négliger. Mais de mon point de vue, pour autant, les images d'archives montrent des choses extrêmement passionnantes dans ces maisons de la culture et dans l'usage du programme. En dépit des critiques et de ces bilans désenchantés et d'une période de vie assez courte, en fait, correspondant aux objectifs initiaux du programme, on ne peut faire peser totalement les aléas de ces équipements sur la politique de l'action culturelle. Notamment, moi, je mets l'accent sur l'innovation programmatique. Ça a été une réalité qui serait traduite dans les usages et les pratiques. Et on décèle cela dans les représentations qui sont produites des images. Je suppose, par exemple, que l'exposition qui est en préparation ici le montrera. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Quand on regarde les archives des différentes maisons de la culture, on trouve des images qui nous montrent, par exemple, à quel point cette flexibilité, y compris dans des situations où ce n'était pas évident, a effectivement inauguré des dispositions spatiales extrêmement intéressantes. Je veux parler de Caen, par exemple, et du fait que finalement, dans ce grand hall qui était prévu initialement par Alain Bourbonnais, eh bien, il pouvait se passer des choses qui étaient peu habituelles, vous voyez, par rapport à une salle de concert traditionnelle. Eh bien, on a des tas d'images qui montrent effectivement que ça a été une réalité et que le grand hall a servi absolument de cette sorte. Il me semble qu'ici, on voit justement le cas que je montrais, qui m'avait tellement étonné, du hall de Reims. Et si on veut parler de Reims, eh bien, par exemple, les usages des différentes fonctions des maisons de la culture, elles sont représentées dans les images d'archives, où on voit les discothèques en fonctionnement, les cafétérias ou les bars, mais surtout aussi les salles de lecture, puisque bien souvent, dans de nombreux cas, il y avait des fonctions de bibliothèque qui étaient présentes. Et je mets l'accent sur le soin qui est apporté. Ça a été aussi le cas à Amiens, dans le choix du mobilier, par exemple, le choix des systèmes d'éclairage, ce que vous avez là. Et puisque j'ai vu que, par exemple, initialement, il me semble que les chaises à Amiens étaient conçues par Jacobsen, en tout cas les sièges d'origine, eh bien, dans toutes ces images, on voit aussi finalement des équipements très complets et un grand soin qui est apporté lié aux usages. Même à Thonon, qui a été municipalisé très rapidement, eh bien, dans les archives, on trouve comment étaient utilisées les salles de lecture qui étaient en fait dans le grand hall, toujours avec cette structure triangulaire. Ce qu'on sait moins dans les usages aussi, c'est qu'elles ont été... Alors je suis content que cette invitation vienne d'une maison de la culture et d'un SIAP, parce qu'en fait, les maisons de la culture ont été des lieux aussi de sensibilisation à l'architecture. Et elles ont accueilli de très nombreuses expositions qui concernaient l'architecture. Et c'est le cas, par exemple, de quelqu'un que vous connaissez peut-être, qui est Claude Parent, l'architecte Claude Parent, qui a inventé la fonction oblique et qui a fait une tournée des maisons de la culture pour présenter la fonction oblique. Et donc, avec son épouse qui était danseuse et son équipe, ils aménageaient des plans inclinés et faisaient une démonstration de l'intérêt de la fonction oblique pour l'architecture. Et on trouve dans les différentes maisons de la culture en France des affiches du circuit de Claude Parent. Alors, vous voyez là, par exemple, en plus, il fait le circuit entre la maison de la culture de Nevers et l'église du Banlay qu'il a conçue, Notre-Dame du Banlay à Nevers, qu'il a conçue aussi, qui est une illustration de la fonction oblique qu'il a conçue à Nevers. Et donc, une espèce de circuit qui va de la maison de la culture, où il y a ces aménagements de la fonction oblique, jusqu'à
une réalisation qui est liée à la fonction oblique. Et on trouve bien sûr ces affiches donc, qui montrent là Notre-Dame du Banlay. Et puis, vous voyez les dessins, les croquis de Claude Parent et de sa fonction oblique. Et donc il fait la tournée des maisons de la culture en présentant l'architecture. Et je pense d'ailleurs, puisqu'on m'a fait un signe qu'il est sans doute passé à Amiens pour présenter ces maisons de la culture. Voilà les affiches de Claude Parent, vous voyez, dans les différentes maisons de la culture. Donc des lieux où on va trouver cette fonction de sensibilisation à l'architecture. Vous voyez qu'il faut donc relativiser, je dirais, d'une certaine manière, ces critiques et aussi les comprendre du point de vue des usages et du point de vue des fonctions. Et je vais prendre un cas. Alors, cette image ne vient pas d'une maison de la culture, elle vient d'une maison des jeunes et de la culture, ce n'est pas du tout le même programme, mais il se trouve que dans toutes les maisons de la culture, il y a eu des salles de télévision collective. Et en fait, quand on voit cette salle, elle vient de la maison des jeunes et de la culture de Troyes, un édifice qui n'existe plus. On voit un groupe de jeunes, vous voyez, assis avec un dispositif spécifique d'ailleurs, avec une télé encastrée, pour que ce groupe de jeunes puisse regarder la télévision. Et en réalité, c'est extrêmement intéressant puisque on peut se dire, mais finalement, pourquoi ces salles, très vite, elles ont été réduites à néant et les usages ne correspondaient plus à la réalité. Le nombre de télévisions entre 1958 et 1970 passe de 680 000 à 10 millions. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où on inaugure ces salles de télévision collective, eh bien, quelques années après, elles deviennent obsolètes, tout simplement parce que plus personne ne regarde la télé en groupe dans des édifices publics. Mais les personnes les regardent chez elles parce qu'elles ont pratiquement toutes une télé dans le domicile. Donc, l'obsolescence, vous voyez, de ces éléments de programme qui semblaient innovants à la fin des années 50, eh bien, elle est liée aussi à des transformations importantes. La plus grande transformation aussi, c'est lié à la scénographie. Pourquoi ? Parce que c'est un moment aussi, entre 1959 et 1969, où la scénographie théâtrale est absolument bouleversée. Pierre Sonrel fait un traité important, qui est d'ailleurs finalement qui est d'une certaine manière encore d'actualité, et puisque Pierre Sonrel en fait préconisait ce qu'il appelait le théâtre à l'italienne modernisé, et donc en fait un théâtre qui avait une référence, je dirais, à une conformation traditionnelle, mais avec des systèmes de modernisation. Mais à cette époque, de très nombreux scénographes réfléchissent à bouleverser ce schéma du théâtre à l'italienne. Donc il y a notamment cet ouvrage auquel Le Corbusier participe, dans lequel on trouve ces mentions de bouleversement en cours des habitudes théâtrales. On parle de plus en plus de salles de spectacle polyvalentes, de salles de spectacle, évidemment, qui vont se retrouver aussi dans les maisons de la culture. Et en fait, dans bien des cas, on a des architectes qui vont réfléchir à ces systèmes de polyvalence, à ces systèmes d'adaptation, à des configurations tout à fait nouvelles par rapport, justement, à la convention du théâtre à l'italienne. Je vous montre ici les recherches de, justement, Alain Bourbonnais, quelqu'un de passionnant, un architecte passionnant, d'ailleurs collectionneur d'art brut et amateur d'énormément de choses
qui bouleversaient les habitudes. Donc, c'est le moment de ces expérimentations théâtrales. Vous voyez là, par exemple, on n'est pas dans le cas de Grenoble, mais presque, puisque le grill est central par rapport... donc la scène est centrale, et donc c'est la configuration des différents gradins périphériques sur une forme polygonale qui assure la place du spectateur. Et on a donc des tas d'essais qui sont liés à cette volonté de produire un théâtre différent. La pratique du théâtre, finalement, qui est centrale dans les maisons de la culture, elle est mouvante du point de vue de la scénographie pendant la période justement d'élaboration des maisons de la culture. Et les maisons de la culture vont devoir encaisser cette variation des pratiques scénographiques, quelquefois avec une grosse difficulté. Et puis la pratique aussi théâtrale, elle est synonyme d'inadaptation systématique. Quand vous entendez quelqu'un qui pratique le théâtre évoquer l'instrument technique qu'il a, peut-être que vous avez cette expérience, vous allez souvent entendre que, je ne sais pas, peut-être monsieur le technicien qui est là-haut, qui doit se prénommer Olivier, je pense, doit imaginer que eh bien, l'outil technique n'est jamais satisfaisant par rapport aux configurations. Et ceux qui conçoivent les pièces de théâtre sont rarement satisfaits. Donc, c'est ce qu'on trouve qui explique quelquefois aussi les ambiguïtés entre l'équipement qui est figé à un moment donné et des pratiques mouvantes. Je cite un exemple qui évoque cette pratique du théâtre, qui est synonyme d'inadaptation. Nous avons assisté, donc c'est dans un colloque qui porte sur la scénographie. C'est le colloque de Royaumont qui est assez connu, qui a lieu en 1963, le lieu théâtral dans la société moderne. Et les maisons de la culture sont l'objet d'une critique très forte. Je cite donc, « Nous avons assisté ces dernières années à l'édification de salles nouvelles, mettant moins en valeur le théâtre qu'abritaient les édifices anciens, que dessinant ou promettant que se produise une dramaturgie nouvelle, la dramaturgie du monumental dans l'espace urbain. Les maisons de la culture se sont en effet imposées en tant que murs blancs, signant l'espace des villes pour signifier l'ère nouvelle gaulliste. » Vous voyez, on reproche finalement aux maisons de la culture cette monumentalité et donc la promesse de la religion artistique prophétisée par André Malraux. L'impossibilité pour l'architecture d'esquisser ce qui serait sa voie, aboutit à concevoir des espaces transformables, adaptables, d'où ces coquilles lourdes, pesantes, agressivement monumentales, masquant un équipement qui devait tout permettre. La technique permettrait tout, elle ne tient rien. La cathédrale de l'avenir, c'est une référence à la cathédrale de la culture, qui était l'expression qu'employait Malraux, n'ont pas enfanté de dramaturgie nouvelle. En fait, on reproche à la fois, vous voyez, aux maisons de la culture des outils, d'instruments du pouvoir et d'être monumentaliser le pouvoir, représenter le pouvoir, et aussi de ne pas avoir permis finalement ces adaptations. Ce qui est très curieux, c'est quelques années plus tard, on va reprocher aux maisons de la culture, et notamment aux salles de théâtre des maisons de la culture, d'être trop d'avant-garde, et on va revenir très souvent à des configurations traditionnelles, plutôt à l'italienne, des salles de théâtre, y compris de celles qui avaient fait de réelles expérimentations. Il n'y a plus du tout de théâtre annulaire, par exemple, après la transformation du théâtre de Grenoble, et tous les théâtres qui avaient... Il y a un très bon, par exemple, il y a un très bon architecte, je pense à un très bon architecte amiénois qui s'appelle Bernard Bougeot, qui n'a pas conçu un théâtre dans une maison de la culture, mais qui a conçu un théâtre dans une ville nouvelle, à Villeneuve-d'Ascq, qui était épris d'expérimentation. Eh bien, son théâtre a été transformé, alors que la commande lui demandait une expérimentation, son théâtre a été grossièrement transformé en théâtre à l'italienne. Donc c'est un retour de bâton, pourrait-on dire, de la tradition, alors que finalement on leur reprocherait presque d'être trop traditionnels. Alors,
bien sûr, cette tendance aussi à la nouvelle scénographie, elle est illustrée par des personnages intéressants, comme celui qui avait fait le théâtre annulaire, ou même André Wojanski, qui avait pensé le théâtre total en s'inscrivant dans la tradition d'un autre architecte qui est Walter Gropius. Et en réalité, ces scénographies nouvelles, là c'est Jacques Polieri à l'exposition universelle d'Osaka, où il va essayer justement d'avoir un théâtre total, c'est un théâtre où on a des projections cinématographiques, des projections artistiques, des choses très spectaculaires. Que sont devenues, et j'en terminerai par là, si vous voulez bien, que sont devenues ces maisons de la culture, et toujours d'un point de vue, cette fois-ci, lié à ces journées du patrimoine. Eh bien, elles ont repris quelquefois, d'abord, il faut s'intéresser au nom. Elle ne s'appelle plus quelquefois Maison de la Culture. Elle s'appelle par exemple la Comédie pour Reims, vous voyez, qui montre que les autres parties des équipements initiaux de la Maison de la Culture ont souvent disparu et c'est le théâtre qui a remporté. Et du coup, c'est la Comédie, voilà, c'est le nom que porte maintenant la Maison de la Culture de Reims de Jean Lecouteur. C'est aussi des transformations importantes. Ici, c'est Grenoble. On lui a adjoint, c'est Antoine Stinco, l'architecte qui a fait la transformation, un architecte tout à fait respectable, et qui a fait une extension destinée à une maison consacrée à la pratique de la danse. Et donc, la pratique de la danse est ici. Bien sûr, le théâtre a gardé sa configuration au moins extérieure, mais la partie du théâtre annulaire a disparu. Et l'architecte que j'ai interviewé m'a dit qu'il ne l'avait jamais connue et donc qu'il n'avait même pas cherché à la restituer. Elle avait disparu dans la gestion au quotidien du théâtre. Un des gestionnaires du théâtre avait décidé de faire disparaître cet aspect. C'est quelquefois des transformations un peu étranges, comme au théâtre de Caen, où il a fallu faire à la salle de spectacle un ciel étoilé. Ce sont les propres mots de l'architecte qui a transformé le théâtre de Caen. Je ne suis pas certain que ce ciel étoilé ait vraiment une fonction intéressante. Ou alors, plus dur pour le théâtre de Créteil, une nouvelle entrée sous la forme d'une sorte de véranda. Et puis, vous voyez, le béton brut qui devient insupportable aussi aux gestionnaires. On ne peut pas dire que la Maison de la Culture d'Amiens ait échappé aussi à ces transformations. Et je me suis amusé, puisque je venais ici quand même, à prendre par exemple le commentaire qui était fait à l'inauguration dans la presse, dans la presse spécialisée qui est l'architecture française. Vous voyez tout le bien qu'on pense de la Maison de la Culture d'Amiens. C'est à juste titre que les Amiénois s'enorgueillissent de posséder désormais la plus belle maison de la culture française et toute la Picardie se passionne pour cette réalisation dont la renommée a déjà attiré des quarts entiers de visiteurs. Avant même l'inauguration officielle, son directeur avait recueilli quelques 6000 adhérents spontanés de personnes de tous âges. Voilà le commentaire à l'inauguration. Je suppose que là encore, l'exposition qui se prépare pourra montrer tous ces commentaires extrêmement positifs. Mais par contre, quand on a transformé la Maison de la Culture d'Amiens, tout d'un coup, on s'est rendu compte que pendant de longues années, on a dit que la Maison de la Culture, qu'elle était chaleureuse à l'intérieur, mais rébarbative à l'extérieur. Voilà. Et aujourd'hui, faisant appel, je pense que la transformation date de 1993, si mes souvenirs sont bons, aujourd'hui, en faisant appel au verre, l'architecture extérieure est complètement transformée grâce aux architectes Duez, Guignard et Hilbert. Igor Hilbert, personnage qui a commencé par la scénographie, qui est devenu architecte, éminemment sympathique, que j'ai connu, qui est venu dans le séminaire de recherche que je dirigeais, évoquer cette transformation et le programme d'ailleurs qu'on lui avait désigné.
C'est-à-dire, il s'agit pas, il y a un programme de transformation qui a été fait. Mais on est passé donc de ce qui était le plan initial ici à celui-ci, donc non sans quand même quelques transformations qui méritent réflexion, à mon avis, et qui méritent réflexion d'un point de vue symbolique. Et c'est le cas de beaucoup de maisons de la culture où se mélangeaient des arguments politiques et des arguments architecturaux et fonctionnels. Igor Hilbert parlait de l'écharpe bleue pour désigner ce grand voile vitré qui est là. Et je ne peux m'empêcher de penser que l'écharpe bleue dans une ville qui a été longtemps, en tout cas plusieurs années, une ville dirigée par une municipalité communiste, ça peut avoir aussi une influence et des résonances qui sont plutôt politiques qu'architecturales, puisque je ne suis pas certain que l'utilité de cette écharpe bleue de vitrage soit vraiment démontrée. J'en ai discuté avec le concepteur qui évoquait la nécessité de justement changer l'image de cette maison de la culture et de cette relation qu'elle entretenait finalement peut-être avec la période de reconstruction en partie, mais qui était totalement vitrée, comme je montrais les exemples, notamment des exemples qui mettaient en avant le flux, la vitalité de ces maisons de la culture. Alors, pour terminer, je pense que dans le dessin de l'humoriste Jean-Marc Sampé, au milieu des années 70, qui vient d'un recueil, un très bon recueil, un très, très bon dessinateur, Sampé, donc, qui s'intitule « Un léger décalage », que je vous recommande. Voilà, il faut sans doute lire une critique de l'uniformité architecturale supposée du logement collectif, plus qu'une critique de l'architecture des maisons de la culture. Si ces maisons se distinguaient de l'architecture du quotidien, de la période, c'est pour des raisons plus sophistiquées que le dessin ne le laisse supposer, bien que ce soit un très bon dessin. Ce dessin, je trouve très révélateur. Le caractère singulier que pouvaient avoir les maisons de la culture dans le paysage architectural français. Les hésitations entre le monument représentatif de la politique culturelle de l'État et la machine qui rendrait possible toutes les variations et l'évolution de l'action culturelle peuvent qualifier une grande partie de ces réalisations des maisons de la culture. Ces hésitations ont été profitables à l'expression d'une architecture publique pensée pour de nouveaux usages. Et je pense que ça fait partie du bilan très positif des maisons de la culture. Si la fin j'emploie un mot de Philippe Urfalino, l'exemplarité politique des maisons de la culture est située par cet auteur qui a écrit un ouvrage remarquable sur l'histoire des politiques culturelles, donc peut-être situé dès la fin des années 60, le programme des maisons de la culture a engagé des perspectives programmatiques extrêmement stimulantes pour l'ensemble de l'architecture politique française, publique française. Leur exemplarité programmatique et leur influence sur l'architecture publique se poursuivent bien au-delà des années où elles représentent l'incarnation de la politique en fait du ministère de la Culture. La puissance publique s'est engagée avec les maisons de la culture dans une politique architecturale extrêmement dynamique qui suggérait la prise en compte non seulement de la polyvalence, mais aussi de la flexibilité et même, comme nous l'avons décrit ou essayé de le décrire, l'indétermination programmatique. Les maisons de la culture sont donc aussi exemplaires de ces caractères de flexibilité et de polyvalence dont on connaît l'importance dans les architectures publiques des années 70, de l'équipement de quartier aux grands bâtiments publics, et dont on connaît l'importance pour le futur notamment. Si les maisons de la culture sont bien un héritage évolué des maisons du peuple, elles ont surtout donné naissance à de nouveaux genres d'équipements et de programmes publics dont on peut par exemple imaginer que le Centre Pompidou en est l'incarnation directe. En se souvenant d'ailleurs que le jury du concours pour le Centre Pompidou en 1971 était présidé par Jean Prouvé et que le président du jury n'était autre que Gaëtan Picon. Le vice-président du jury n'était autre que Gaëtan Picon. Gaëtan Picon était un acteur majeur de la politique culturelle d'André Malraux. Quant à Jean Prouvé, c'est un des concepteurs de la Maison du Peuple de Clichy. Voilà, donc je vous remercie de votre attention.
Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les maisons de la culture, au-delà de cette conférence, je vous recommande des premiers ouvrages qui a été écrit par André Debac, puisqu'il date de 1967. On est en plein encore dans cette politique de construction des maisons de la culture. Un autre qui concerne André Malraux et l'architecture, dans lequel il y a un chapitre consacré aux maisons de la culture, mais vous ne serez pas trop dépaysé parce que c'est moi qui l'ai écrit par rapport à la conférence. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les maisons de la culture, je n'ai pas abordé cette question, mais André Malraux s'intéresse à tous les pays qui ont une politique sociale et culturelle développée, et il orne du côté des pays de l'Est à l'époque, et notamment il va s'inspirer d'énormément d'équipements construits dans les pays de l'Est. Et dans ce document qui s'appelle « Architecture de la culture, relais du pouvoir européen », eh bien, on prend ces exemples dans des pays situés à l'Est de l'Europe. 18 notices sont consacrées à l'architecture des maisons de la culture dans un ouvrage qui est paru en 2010 sur l'architecture des maisons de la culture. Et enfin, avec quelques collègues, j'ai dirigé un ouvrage dans lequel d'ailleurs a écrit Simon Texier, qui collabore, je pense, dont j'en suis sûr, à l'exposition qui sera présentée ici en 2026. Et c'est lui qui traite de la maison de la culture d'Amiens dans cet ouvrage. Donc un ouvrage consacré donc aux maisons de la culture en France, aux éditions du patrimoine, c'est le plus récent, en 2018. Voilà, je vous remercie de votre attention.